Salut, aujourd'hui on parle des molécules extraterrestres, des méthodes qui permettent de les détecter et des récentes découvertes qui montrent que là-haut ça grouille de molécules organiques et donc d'éléments nécessaires à l'apparition de la vie. Vous êtes sur Livre et Sciences, c'est ma chaîne principale. J'ai aussi deux chaînes secondaires, Sciences Physiques sur laquelle je mets des cours et des TD de niveau terminal et prépa, et Réussir ses études scientifiques où je donne des conseils plus généraux. Depuis la Rome antique, on sait que les prismes font apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais c'est le boss de la physique, Newton, qui a montré que ces couleurs n'étaient pas créées par le prisme, mais que d'une certaine manière, elles étaient déjà présentes dans la lumière blanche. On en a parlé dans les vidéos précédentes, la lumière c'est une onde électromagnétique, la longueur entre deux maximums de l'onde, on appelle ça la longueur d'onde, et suivant la valeur de cette longueur, la lumière est bleue, verte, rouge, ou même dans les infrarouges ou dans les ultraviolets. Ce spectre, ça permet de visualiser, les unes après les autres, toutes les longueurs d'onde qui ont été séparées par le prisme. Dans les années 1800, Wollaston et surtout Fraunhofer vont observer le spectre du Soleil et ils vont se rendre compte qu'il y a des trous dans ce spectre. On a toutes les couleurs, du bleu au rouge, mais en plein milieu, il y a des lignes obscures, et à l'époque, on ne sait pas d'où ça vient. Petit indice, aujourd'hui, on appelle ça des raies d'absorption. C'est Léon Foucault qui va aider à trouver la solution dans les années 1840. Il va montrer qu'on trouve les mêmes longueurs d'onde pour ces raies d'absorption et pour la lumière qui est émise par certains atomes et par certaines molécules. En faisant chauffer un gaz à basse pression, Foucault voit que ce gaz émet de la lumière. Et pareil, il va décomposer cette lumière avec un prisme pour observer les différentes longueurs d'onde. En faisant ça, il se rend compte que la lumière émise par les atomes n'est pas émise de manière continue sur toutes les longueurs d'onde, mais que seulement certaines longueurs d'onde bien précises sont émises. On appelle ça des raies d'émission. Il faut comprendre qu'à l'époque, faire ces mesures, c'est très compliqué. Il faut notamment prendre en compte la température du gaz. Mais malgré les difficultés, Foucault va trouver un truc incroyable. Les raies d'émission des gaz chauffés dans son laboratoire ont lieu exactement aux mêmes longueurs d'onde que les raies d'absorption, que les trous qu'il y avait dans le spectre du Soleil. Voilà, Foucault, c'était vraiment un génie. Au début, il voulait faire des études de médecine, mais il s'est rendu compte qu'il avait peur du sang, et donc il est parti faire de la physique. Voilà, n'allez pas faire médecine, venez en prépa, c'est mieux. Donc il a travaillé sur les raies d'absorption, on lui doit aussi le fameux pendule de Foucault, et aussi des mesures de la vitesse de la lumière. Alors, à votre avis, d'où viennent ces trous dans le spectre du Soleil et pourquoi est-ce qu'ils correspondent pile à la lumière émise par les atomes? C'est Gustav Kirchhoff, un scientifique allemand, qui va donner l'explication complète. Si les trous dans le spectre du Soleil correspondent aux raies d'émission des atomes, c'est parce qu'on retrouve ces atomes dans l'atmosphère du Soleil. Effectivement, un atome donné va pouvoir émettre de la lumière à des longueurs d'onde bien précises, c'est ce qui se passe dans le laboratoire, et il va aussi pouvoir absorber de la lumière exactement aux mêmes longueurs d'onde, et ça c'est ce qui se passe à la surface du Soleil. Donc à la base, le Soleil il émet toutes les longueurs d'onde du visible, et même des infrarouges et des ultraviolets, sauf que, à sa surface, il y a une fine atmosphère de 1000 km d'épaisseur quand même. On appelle ça la chromosphère, et c'est ce qu'on voit dépasser lors des éclipses. Dans cette chromosphère, il y a des atomes, par exemple de l'hydrogène. Ces atomes vont absorber certaines longueurs d'onde bien précises, et du coup, ces longueurs d'onde ne vont pas parvenir jusqu'à nous. Et c'est pour ça qu'il y a des traits noirs dans le spectre, il y a des longueurs d'onde qui manquent. Par exemple, ce trou à 656 nanomètres, on appelle ça la raie H-alpha, et c'est dû à une absorption de la lumière par l'hydrogène. Et ensuite, cet atome d'hydrogène, il va rayonner à la même longueur d'onde, mais dans des directions différentes. Et c'est pour ça que la chromosphère, sur l'image, elle apparaît rouge. Alors ici, on trace trois courbes. Pour l'instant, c'est celle du bas qui nous intéresse. Cette courbe, c'est l'intensité du rayonnement solaire en fonction de la longueur d'onde. On voit qu'on reçoit un peu d'ultraviolet, beaucoup de lumière visible et un peu d'infrarouge à grande longueur d'onde. On voit très clairement que la courbe, au lieu d'être bien lisse, elle comporte des trous à cause des longueurs d'onde qui ont été absorbées par les atomes et les molécules. Sauf que maintenant, on sait associer un trou dans le spectre à un atome ou une molécule. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, ce trou, c'est dû au calcium. Ce trou, c'est la raie H-alpha de l'hydrogène.
Et à plus grande longueur d'onde, on commence à voir les absorptions des molécules, notamment l'eau H2O et le dioxygène O2. On voit que dans les infrarouges, il y a carrément des bandes complètes qui sont absorbées. Ça, c'est à cause des molécules d'eau. Et vous vous en doutez bien, c'est pas à la surface du Soleil qu'on a d'énormes quantités d'eau. Ces absorptions, elles sont dues à l'atmosphère terrestre. Du coup, si on regarde le spectre du Soleil, mais cette fois depuis un satellite, on arrive à éviter les absorptions dues à l'atmosphère terrestre. En faisant ça, on trouve la courbe orange, on retrouve une courbe beaucoup plus lisse. Il y a seulement quelques trous dus aux atomes à la surface du Soleil. Tout ça, ça nous donne un outil fabuleux pour connaître la composition des étoiles et des nébuleuses. Il suffit de décomposer la lumière envoyée par l'étoile avec un prisme par exemple, et de regarder s'il y a des trous qui correspondent à telle molécule ou à tel atome. Donc pas besoin d'aller sur place, on a trouvé une méthode, on appelle ça la spectroscopie, et ça permet de connaître la composition chimique des objets de l'univers. Tout ça en restant tranquille dans son canapé. Bon, faut avoir les appareils de mesure dans le salon, mais... Et donc, dès le 19e siècle, on a observé le spectre des étoiles. Par exemple, ici, c'est Angelo Secchi, un astronome et prêtre italien, qui a tracé en 1866 le spectre du Soleil et de 3 autres étoiles. On voit qu'il y a des raies d'absorption en commun, mais il y a des étoiles qui ont des raies que d'autres n'ont pas, et ça prouve que toutes les étoiles n'ont pas la même composition chimique. Alors nous, ce qu'on veut, c'est détecter des molécules dans l'espace, et si on est un peu gourmand, on aimerait bien des molécules nécessaires à l'apparition de la vie. Évidemment, on va commencer par les molécules d'eau, et pour ça, on n'a pas le choix, il faut utiliser des satellites. Je vous ai montré la tête du spectre vue depuis la Terre, c'est la courbe en bas. On a déjà plein de trous à cause des molécules d'eau de l'atmosphère terrestre, et ça brouille complètement le signal. Donc il faut des satellites qui observent dans les infrarouges, et ça c'est exactement ce que fait le tout récent James Webb Telescope. Vous avez peut-être vu cette image récemment, ça c'est le spectre d'une exoplanète. On regarde dans les infrarouges s'il y a les trous et les pics associés à la molécule d'eau. Et là ça correspond bien, donc on est à peu près sûr qu'il y a de l'eau sur... c'est quoi le nom déjà? Sur WASP 96b. Alors l'eau, c'est très bien, hein, j'adore l'eau, mais ça suffit pas pour que la vie apparaisse. Il faut aussi des molécules organiques. Par exemple, le rétinal, ça ressemble à ça, et on pense que c'est une molécule qui permet de faire de la photosynthèse de manière plus simple que la chlorophylle qu'il y a dans les plantes sur Terre. Certains pensent même que, dans des temps reculés sur Terre, les organismes utilisaient le rétinal plutôt que la chlorophylle pour faire de la photosynthèse, donc pour capter l'énergie du soleil. On appelle ça l'hypothèse de la Terre pourpre. Le rétinal, c'est une molécule qui absorbe surtout le jaune et le vert, et ça correspond pile au maximum d'émissions du soleil. Le soleil y rayonne surtout dans le jaune, un peu moins quand on s'éloigne au niveau du rouge et du bleu, et encore un peu moins quand on sort du spectre visible. Il y a très peu d'intensité au niveau des infrarouges et de l'ultraviolet. Et ensuite, par complémentarité, le rouge et le bleu, qui sont les couleurs plutôt complémentaires du jaune et du vert, elles ne sont pas absorbées, et donc ce rouge et ce bleu, au niveau de l'organisme, elles vont soit être réfléchies, soit traverser l'organisme. Et cette lumière qui est réfléchie ou qui traverse, c'est ce que nous, on va capter si on regarde l'organisme qui utilise du rétinal. Donc ce qu'on capte, c'est bleu plus rouge, ça donne une couleur pourpre. La chlorophylle, c'est l'inverse. C'est une molécule qui absorbe le rouge et le bleu, et du coup, elle va réfléchir la couleur verte, et c'est pour ça que les feuilles sont vertes. Donc selon l'hypothèse de la Terre pourpre, le rétinal, il y a plusieurs milliards d'années, il était présent à la surface des océans, et il absorbait le jaune et le vert et laissait passer le rouge et le bleu. Et les organismes qui utilisaient la chlorophylle, eux, ils se cachaient en dessous, ils récupéraient ce rouge et ce bleu pour faire leur propre photosynthèse. En tout cas, les organismes à la surface utilisaient le rétinal, et c'est ce qui fait que les océans étaient de couleur pourpre. Donc aujourd'hui, au lieu de chercher des traces de chlorophylle dans l'espace, c'est un peu compliqué, la molécule est complexe, on cherche plutôt des traces de rétinal. Pour l'instant, on n'a rien trouvé, mais on a trouvé plein d'autres choses. Notamment, au centre de la Voie lactée, on a détecté de l'alcool, de l'éthanol, et aussi du formiate d'éthyle, qui est la molécule responsable de la saveur de framboise. Donc on dit souvent que le centre de la Voie lactée a un goût de framboise et une odeur de rhum. Bon, les molécules sont très dispersées, mais grâce à l'étude du spectre, on sait qu'elles sont là. En tout,
on a détecté plus de 200 molécules dans l'espace, notamment de l'aminoacétonitrile. Bon, le nom est moche, mais regardez comme il est mignon, on dirait une petite chenille. Et ça, c'est une découverte très importante, parce que à partir de cette molécule, on peut fabriquer de la glycine, qui est un des acides aminés à la base de la vie. Donc il y a de l'espoir. La spectroscopie, c'est vraiment pratique. On étudie les absorptions et les émissions des longueurs d'onde. Ça permet de détecter des molécules à distance et de savoir si les briques de base de la vie sont présentes ailleurs que sur Terre. C'est un domaine extrêmement riche, ça repose sur de la belle physique du 19e siècle, mais aussi sur la mécanique quantique. D'ailleurs, un bon complément à tout ça, c'est la vidéo que j'ai faite sur les sabres laser, où je parle du lien entre les longueurs d'onde et les niveaux d'énergie des atomes. La prochaine fois, on restera dans le thème, on parlera d'un nouvel atome qu'on a cru avoir découvert à la surface du Soleil, et d'une molécule qu'on a cru avoir détectée à la surface de Vénus. Là, on va passer aux questions. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si vous êtes étudiant, vous pouvez aller voir les chaînes secondaires, je mets le lien en description. Question d'Augustin Barre, j'aurais aimé que tu parles de la théorie des couleurs opposées. J'ai un peu de mal à saisir le concept, alors que la combinaison chromatique paraît plus intuitive, car nos écrans fonctionnent par ce principe. Alors effectivement, il y a un lien entre les écrans et notre manière de percevoir les couleurs. Les écrans, ils utilisent 3 types de pixels, rouge, vert, bleu. Ensuite, nous, on utilise 3 types de cônes pour récupérer la lumière émise. Et ça va donner 3 valeurs au cerveau. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'espace des couleurs est à 3 dimensions. Pour les couleurs opposées, c'est un peu relié à ce qu'on a vu aujourd'hui, donc petite interro surprise. Supposons qu'un objet soit composé de molécules qui absorbent les longueurs d'onde autour de 600 nanomètres. À votre avis, quelle est la couleur de cet objet? Eh bien, l'objet, il apparaît bleu. Et oui, pas orange. Parce que nous, ce qu'on capte, ce sont les couleurs qui ne sont pas absorbées. On capte ce qui est réfléchi. Et donc, vous enlevez l'orange, vous faites une moyenne des couleurs qui restent, et ça vous donne la couleur complémentaire, donc ici, plutôt du bleu. Et pour faire ça avec les autres couleurs, vous utilisez le cercle chromatique, et à chaque fois, pour avoir la couleur complémentaire, vous regardez ce qui est diamétralement opposé. Question de Philippe Meunier. Les mouvements des astres, gaz et galaxies provoquent un décalage, ou redshift, il me semble, c'est l'effet Doppler. Est-ce que mes images corrigent ces décalages avant de repositionner les fréquences dans le visible? Ou ce décalage est-il trop faible pour qu'une correction soit perceptible à l'œil humain? Alors oui, l'effet Doppler, si vous entendez la sirène d'une ambulance qui vient vers vous, le son est plus aigu, et si elle s'éloigne, les fréquences diminuent, donc le son est plus grave. C'est exactement pareil pour la lumière. Si une galaxie s'éloigne de nous très rapidement, la fréquence qu'on va percevoir, elle est plus basse que la fréquence qui a été émise à la base par la galaxie, et donc la lumière est décalée vers les basses fréquences, donc vers le rouge. Et ça justement, on le voit très bien grâce aux raies d'absorption. Ici en haut, vous avez les raies d'absorption du Soleil, et en bas, celle du superamas BAS11 qui s'éloigne de nous à 7% de la vitesse de la lumière, donc très rapidement. Et vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes raies, sauf que pour le superamas, elles sont décalées vers la droite, donc vers le rouge. C'est ce qu'on appelle en anglais le redshift. Et pour répondre à la question, oui, on peut voir le décalage pour les étoiles aussi, elles s'éloignent de nous à des vitesses moins importantes que les galaxies, mais sur les raies d'absorption, on voit ce décalage. Par contre, c'est pas suffisant pour que ça change la couleur de l'étoile. Donc une étoile bleue ne va pas devenir rouge, par exemple. Et pour les objets du quotidien, les vitesses sont encore plus faibles, donc on a un décalage, mais qui est très très faible, impossible à détecter. Donc le son, le décalage sonore, on l'entend bien. Par contre, le décalage au niveau de la lumière, ça, on peut pas le percevoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.